Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Marilou de Pomérac, au micro jaune de Goodberry Podcast. Espagnole d'origine, Marilou passera son enfance en France, du côté de la Châtre, où elle grandira. Passer son bac est son premier défi pour acquérir une indépendance indispensable à son équilibre. Après un BTS secrétariat trilingue, elle se confronte au monde de l'entreprise. Embauchée dans une entreprise informatique, on lui confie un jour l'organisation d'une formation d'un groupe sur un logiciel, et là, c'est la révélation. Elle sera formatrice. Après 2 ans dans cette entreprise, elle décide de se confronter à ce domaine en donnant des cours de langue à la chambre de commerce. Puis passe au stade ultime, créer son organisme de formation, avec comme objectif la formation sur mesure, l'ancêtre du coaching en somme. On a parlé de compétences douces, les fameuses soft skills, de relooking, de recrutement, de l'évolution du métier de formateur. On a évoqué aussi les réseaux d'affaires animés par Marilou et bien entendu la musique dans différents projets qui font aujourd'hui partie intégrante de sa vie. On a surtout parlé de leadership, de bienveillance, d'humilité et d'humanité. A noter que la rencontre s'est faite en visio, vous remarquerez donc une qualité de son un peu amoindrie par rapport à d'habitude, mais ce phénomène est largement compensé par l'intérêt des propos de Marilou. Allez, je vous embarque à la rencontre de Marilou de Pomérac pour un épisode sur le partage. Goodberry, c'est parti. Bienvenue Marilou sur Goodberry. Merci beaucoup. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast, en tout cas. C'est gentil. Si tu veux bien, on va revenir sur tout ton parcours, mais avant cela, j'aimerais qu'on commence par le commencement et qu'on évoque ta jeunesse. Comment tu la qualifierais, toi ? Troublée. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que moi, je suis originaire du sud de l'Espagne. Je suis grenadine. Ouais. Mes parents sont arrivés au moment un petit peu après la guerre civile d'Espagne. Donc, je suis née en France, toutefois. C'est-à-dire mes parents sont d'origine espagnole, mais moi, je suis bien née en France. J'ai vécu donc avec une mère qui ne parlait pas du tout français, donc dans une atmosphère et une ambiance totalement hispanique et hispanophone. Ma mère est décédée, j'avais une dizaine d'années, et puis ensuite, la vie a été un peu compliquée. Mon père était commerçant à la Châtre. Il avait une station-service, et j'ai dû beaucoup travailler. Ouais, ça a été très compliqué. Mon père a très très mal vécu le décès de son épouse, donc on peut dire qu'il a sombré dans l'alcoolisme, et qu'il s'est un peu laissé aller à être agressif, je dirais, avec moi, pour dire le minimum. Donc je pense que l'enfance, on peut dire, a été troublée, parce que c'est pas facile de trouver sa place d'abord quand on n'est pas forcément des origines voulues. Moi, je suis un pur produit de l'éducation nationale, en fait, parce qu'il n'y avait pas de écho à la maison. Et puis un beau jour, j'ai quitté la maison parce que je craignais que mon père ne fasse une grosse bêtise un jour, c'est-à-dire qu'il me laisse sur le carreau, pour être clair. Et puis j'en avais assez de travailler à ce point, et surtout j'avais envie de passer mon bac, et comme il n'avait guère confiance en moi, et bien moi je voulais avoir confiance en moi. Et tu penses que c'est l'éducation nationale qui t'a construite ? Pas seulement, puisque mes parents, mon père surtout, m'a enseigné la rigueur, l'anticipation, le goût du travail. Pour être positif, c'est vraiment ce que je retire le plus de tout ça. Et puis, oui, un pur produit de l'éducation nationale, parce qu'encore une fois, à la maison, il n'y avait pas de dico, il n'y avait pas de livre, et il n'y avait rien. Et que ce que j'ai pu construire, moi, à la suite, avec toutes ces années, ça a été fait à partir de rencontres, de peut-être la curiosité et l'empathie naturelle que je peux avoir pour les autres, et l'ouverture, et l'envie d'y arriver, et probablement aussi un positivisme inébranlable. C'est ça qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et quand tu es petite, toi, tu as un rêve de métier, Ouais. Tu penses à quelque chose ? Ouais, j'ai eu 2 rêves de métier quand j'étais petite fille. D'abord, j'ai fait beaucoup de danse classique. Donc, je rêvais d'être ballerine, comme je suppose beaucoup de petites filles qui faisaient de la danse classique. On rêvait d'être en tutu toute notre vie, tu vois. Et puis le deuxième rêve que j'ai vite abandonné, c'était celui d'avocate. C'est finalement grâce à ça que j'ai pu passer mon bac, probablement, parce que c'est ça qui m'a donné la motivation. Ce que je voyais derrière le bac, c'était devenir avocate. Pour défendre les autres ? Ouais, c'est ça. Pour défendre la veuve et l'opprimé, c'était vraiment ça. Dans ma tête d'adolescente de l'époque, je voulais défendre la terre entière. Donc après, c'est pas du tout ce que j'ai fait, parce que j'ai eu très très peur de partir faire des études loin, alors que
encore une fois, je vivais dans un microcosme, quoi. Moi, à la Châtre, un peu enfermée dans le boulot. Et je craignais beaucoup de me retrouver dans une grande ville, toute seule, à faire mes études, puisque j'étais toute seule. Donc, j'ai pas pris cette option-là. J'étais très douée en langue et j'ai décidé de faire un BTS de secrétariat de direction trilingue. J'ai adoré travailler les langues, mais pour le reste, c'était un peu compliqué, quoi. C'est-à-dire que lorsque le chef d'entreprise me disait « Marie-Lou, où se trouve le dossier X ?» J'étais prise d'une peur panique, alors que j'avais absolument pas de panique quand on me disait « Tu prends le téléphone et tu appelles un tel à l'autre bout de la planète et il te faut parler anglais ou espagnol ou allemand à l'époque. » Ça me paniquait pas du tout. Je me suis dit, c'est pas grave. Hein. À l'époque, à Châteauroux, on trouvait très facilement du travail en tant que secrétaire trilingue, vraiment. Mais j'ai décidé de suivre un parcours, alors à l'époque, évidemment, sans Internet, un parcours par correspondance de traductrice-interprète. Donc, j'ai obtenu le diplôme. Ça m'a pas tellement plus réjoui parce que sans doute que, là encore, à cette époque-là, les jeunes femmes à qui on demandait de faire de la traduction, de l'interprétariat, on leur demandait aussi, et je dirais presque surtout, de savoir servir, débarrasser, faire la vaisselle, lorsqu'il y avait des accueils de cocktails ou autres. Et je reconnais que ça m'a un peu troublée. J'ai été assez... Je n'étais pas très satisfaite de cette espèce de double emploi, et de cette façon qu'on avait de manipuler les gens finalement. Donc, assez rapidement, j'ai quitté ça aussi. Et je me suis trouvée dans une entreprise qui s'appelait Computerland. Et donc, lorsque Computerland m'a proposé ce poste, je l'ai pris parce que c'était un ami qui me le proposait. Et l'idée, c'était de promouvoir l'informatique, qui en était à ses débuts à l'époque, hein, de faire comprendre aux commerçants, artisans, que l'informatique était vraiment essentielle pour eux. Donc, c'était l'avènement vraiment absolu avec les marques IBM et Compaq, et on recevait tous les PC en pièces détachées, il fallait les monter, il fallait organiser les logiciels, etc. Et un beau jour, la préfecture de l'Indre nous a fait une demande de formation sur un très vieux logiciel qui n'a plus cours de nos jours, qui s'appelait PageMaker. Donc, c'est un logiciel qui est l'équivalent de Photoshop aujourd'hui, de présentation assistée par ordinateur. Et j'ai été totalement effrayée par cette demande. Le responsable de l'agence de l'époque m'a dit, de toute façon, Marie-Lou, c'est toi et personne d'autre, puisque personne ne maîtrise le logiciel. Alors, il va de soi qu'on va accepter la formation. J'ai dit bien. Alors, je me suis préparée psychologiquement pendant une bonne semaine. J'ai monté les PC, mis le logiciel, et puis j'ai fabriqué une espèce de programme de formation en croisant les doigts pour s'assurer en espérant que tout se passe au mieux. Et ça a été une révélation. J'ai fait, je ne sais plus, je crois 3 journées de formation. Et à l'issue de ça, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Le métier que j'ai envie de faire, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné quand tu as fait la formation ? À ce moment-là, je crois que c'était la magie de se dire, voilà des gens qui ne connaissent pas quelque chose, je le leur dis et ils parviennent à le réaliser. Donc, il y avait un côté magique, quoi. J'avais l'impression de vraiment transmettre, de faire passer un message et de transmettre. D'accord. Et tu restes combien de temps ? Je suis restée, je crois, 2 ans, quelque chose comme ça. L'entreprise est morte. Et à ce moment-là, je me suis pas posé la question de savoir quel type de métier j'allais embrasser. Je me suis dit, là, de toute façon, je cherche un poste de formatrice. C'est clair. Donc, je me suis rapprochée du Centre d'études des langues. La CCI a accepté de me prendre comme formatrice. Donc, à l'époque, j'ai donné des cours de langue, de l'anglais, de l'espagnol, du droit également et de l'organisation administrative. Ça a duré aussi, peut-être 2 ans. Et ces cours collectifs me gênaient quelquefois. Alors, en particulier en espagnol, je m'étais trouvée, l'une des dernières sessions, c'était, je me trouvais à la fois avec des mamies qui voulaient aller passer leur retraite en Espagne, des jeunes qui passaient le bac et en plus de filières différentes, donc ils n'avaient pas tous le même niveau, et des secrétaires trilingues qui avaient besoin de maîtriser un peu mieux, par exemple, le rédactionnel en espagnol. Et j'étais assez perdue parce que j'avais finalement trop peu de temps, à mon sens, pour répondre vraiment à la volonté de chacun. Finalement, j'ai quitté ce poste en me disant je vais créer ma boîte. Et puis, je vais appeler ça le sur-mesure. Donc, je vais faire du sur-mesure. Je crois que c'est ça qu'il faut faire.
en formation. Donc voilà, Calliope est né comme ça, il y a 30 ans. Est-ce qu'il y a un enseignement que tu as retenu de toutes ces années avant Calliope ? Oui, un enseignement qui finalement me porte encore, qui continue de me porter, même si quelquefois on peut considérer ça comme un peu galvaudé, c'est l'humilité. Franchement, je suis un peu une tête brûlée, quoi. J'osais quelquefois aller dans des directions en me disant je suis sûre que je peux y arriver, mais sans avoir aucune garantie de ce genre de choses, aucune. Et je crois que quand on aborde les choses avec alignement mais humilité, généralement ça se passe plutôt bien, parce que la leçon qui peut apporter par un événement qui intervient ou par un individu qui fait une remarque ou avec lequel on échange, si cette information-là, on est capable de la prendre vraiment et de s'interroger très sincèrement sur soi, sur est-ce que ça veut dire qu'il faut que je change quelque chose ? Oui, non. Alors que ça fait avancer, oui. Probablement que c'est ça, l'humilité avant tout. D'accord. Donc aujourd'hui, tu es directrice de 2 organismes, Calliope et CEFOR, c'est ça ? Ouais. Adéol. Tu peux nous expliquer leur mission ? Elles sont assez simples. Calliope, c'est un organisme de formation sur mesure. Donc, les domaines sur lesquels nous intervenons, ce sont les langues, évidemment, les langues Internet. Nous avons été le premier organisme à former des webmasters en France, à niveau 3. Donc, je suis assez contente de cela. Et nous travaillons beaucoup dans le domaine bureautique informatique, avec également une autre spécialité qui est plus de domaine personnel, c'est-à-dire les soft skills, les compétences douces, comportementales. Mais moi, je me suis spécialisée depuis une bonne vingtaine d'années au développement personnel, donc je suis coach dans ce domaine-là. Et c'est capital pour moi aujourd'hui de pouvoir apporter ces compétences douces et faire connaître aux salariés, aux futurs salariés, aux demandeurs d'emploi, aux entreprises aussi, qu'elles sont essentielles. Et c'est amusant parce que quand tu me parles, le fait de refaire un tout petit point sur ma vie là, pendant quelques secondes me permet de me rendre compte que malgré tout, petite fille, ces soft skills, justement, c'était l'essentiel, ça a été l'essentiel de mon éducation. Comment se comporter avec les autres, savoir sourire, savoir être à l'écoute, partager la vision. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais c'était partager la vision, s'interroger, s'intéresser à son prochain et être poli, souriant, bien se tenir. Ça peut passer comme une éducation qui peut être qui aurait pu passer pour rigide, mais aujourd'hui, finalement, ce fondamental, il est essentiel parce que moi, je me sens bien où que je sois, quels que soient les endroits dans lesquels je me trouve et avec qui que je me trouve, je ne me sens pas décalée. Et tout ça, ça participe quand même des compétences douces, savoir qu'on va arriver à l'heure et que sinon on prévient. Enfin, voilà, des choses qui semblent totalement évidentes, qui sont du domaine de l'éducation, qui sont perdues. J'ai quand même, moi, quelques chefs d'entreprise, amis ou partenaires qui me racontent quelquefois des choses qu'ils vivent avec certains salariés que je trouve compliquées à vivre. Donc, c'est presque un sacerdoce pour moi que de me dire... Il n'y a pas à juger, il n'y a pas à se dire ouais, mais alors voilà, c'est pour telle ou telle raison. Ce sont des gens qui sont mal élevés ou mal éduqués. C'est pas cette question-là qu'il faut se poser fondamentalement. C'est comment fait-on pour raccrocher un peu les besoins d'une entreprise et les droits et devoirs des uns et des autres et faire en sorte que l'entreprise comme le salarié y trouve vraiment son compte et qu'on soit dans une belle aventure humaine sur laquelle on ne s'interroge pas. Toujours sur j'ai donné 5 minutes à mon patron ou j'ai donné 5 minutes à mon salarié. Le fondamental n'est pas là du tout, à mon sens. Pour moi, je porte vraiment ces valeurs-là, les valeurs de développement personnel, pour que les gens soient heureux au travail et en dehors du travail, mais vraiment, c'est important pour moi. Je fais beaucoup de relooking aussi. Alors, pas des relookings à la manière de Christina Cordula, parce que si j'avais dû transformer la ménagère de 50 ans en Cindy Crawford ou je ne sais quoi, d'abord, j'aurais commencé par moi. Et puis, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que là encore, des gens puissent se sentir bien, juste bien, dans leur tête, dans leur peau, dans la représentation que les autres se font d'eux-mêmes, particulièrement lorsque des accidents de la vie ou
ou lorsque tout simplement le hasard fait que l'on change. Avec le temps, on est tous là, on a des cheveux qui blanchissent, on a des rides qui apparaissent, quelquefois on prend du poids, etc. Et qu'est-ce qu'on fait de cette nouvelle apparence, de ce nouveau corps, de cette nouvelle façon d'être représenté, et dans un monde dans lequel quelquefois plus on est âgé et plus la considération est compliquée. Il y a des entreprises dans lesquelles c'est le cas. Donc, moi, j'accompagne volontiers autant des demandeurs d'emploi qui sont très, très éloignés de toutes ces représentations-là que des gens qui simplement ont besoin de se réinterroger et de se réaligner sur ce qu'ils sont. Outre ces soft skills, à ton avis, quel est le socle de compétences indispensables aujourd'hui pour quelqu'un qui souhaite accéder à l'emploi ? Écoute, vraiment, pour moi, c'est impérativement les soft skills. Absolument, j'en ai encore parlé il n'y a pas très longtemps. J'ai eu le plaisir d'accueillir une dizaine de chefs d'entreprise dans mes locaux. On avait réalisé une formation pour permettre à des personnes d'aborder ces soft skills-là, et il s'agissait que ces demandeurs d'emploi se présentent à des entreprises. À chaque fois, le discours est toujours le même. Les chefs d'entreprise nous disent, s'il s'agit d'acquérir des compétences techniques, ça s'acquiert. C'est pas un problème, et on est prêt à donner du temps, de l'énergie, de l'argent pour que les personnes acquièrent ces gestes. Ce qui est le plus compliqué pour eux à trouver de nos jours, c'est plutôt des personnes qui ont envie de travailler, qui ont envie de s'investir, qui ont envie de s'épanouir, qui ont envie d'accompagner finalement une entreprise dans son aventure. Et ces fondamentaux-là sont de nos jours pas si simples à faire passer comme message. Alors pour des tas de raisons, ça serait très difficile d'en parler ici, très long. Et encore une fois, je ne veux jeter l'opprobre sur personne, parce que il s'agit encore une fois jamais de dire tout ça c'est la faute des entreprises qui ont à un moment spolié et exagéré dans une utilisation excessive de ce qu'on appelle les ressources humaines, ce qui d'ailleurs est un terme qui me gêne un peu, mais l'homme en tout cas dans l'entreprise. D'un autre côté, on pourrait aussi critiquer les salariés qui rament à contre-courant dans une entreprise et qui quelquefois la mettent en péril véritablement. Donc c'est ce juste équilibre qu'il faut arriver à retrouver, c'est la confiance qu'il faut arriver à retrouver entre ces deux grands acteurs économiques. C'est mettre du sens dans le travail, autant dans l'objectif de l'entreprise que dans le travail du salarié pour l'entreprise. C'est mettre de la vision d'entreprise, c'est-à-dire où va-t-on, que fait-on, pourquoi le fait-on, et faire en sorte que les salariés partagent ça. Et ça, c'est fondamental. Le reste s'acquiert. Et comment tu vas constituer ton équipe de formateurs ? Moi, j'aime beaucoup l'idée de ne pas avoir de salariés. Par exemple, je n'ai pas de salariés formateurs. Et j'ai fait ce choix-là il y a une petite vingtaine d'années maintenant, en me disant, ce qui m'intéresse, c'est la richesse que les gens peuvent apporter, que les formateurs peuvent apporter aux gens qu'ils vont croiser. Donc, ça signifie que de deux choses l'une, soit ils sont experts dans le domaine qu'ils enseignent. Alors, par exemple, quelqu'un qui maîtrise la PAO, la publication assistée par ordinateur, puisqu'on en parlait plus tôt, parce que c'est son métier, parce qu'il est graphiste, parce que tous les jours, il travaille sur des outils, des logiciels, et que de fait, il les maîtrise parfaitement. Cet individu-là, qui a l'envie de partager, de transmettre, et qui a le minimum de compétences pour le faire, m'intéresse en tant que formateur. Donc ça veut dire que je ne vais pas l'avoir à longueur de journée au centre, et ça ne m'intéresse pas. Il finirait par être il s'étiolerait d'abord dans cet environnement-là, d'une part, et puis surtout, il perdrait ce pourquoi il intéresse mes clients, c'est-à-dire son expertise. Donc j'ai fait, moi, ce choix-là il y a une vingtaine d'années en me disant, je veux des pros du domaine à enseigner. C'est pourquoi je ne peux plus faire ça exclusivement, mais je le faisais jusqu'à il y a peu, mais je privilégie les natifs pour enseigner les langues. J'ai une formatrice en anglais qui s'appelle Maz Ironside, qui est anglaise d'origine, qui est formatrice depuis une petite vingtaine d'années pour nous. En espagnol, à une époque, on a eu Mariano Benzano, qui était originaire d'Amérique du Sud. Moi, je peux assurer aussi des formations espagnoles. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et effectivement, sur certains domaines, comme le FLE en particulier, le français langue étrangère, là, ça exige une vraie compétence dans le cadre de la transmission. Et je prends des gens qui ont cette compétence-là. Mais tous sont auto-entrepreneurs. Et ça, vraiment, ça m'intéresse. Ils peuvent aller dans d'autres organismes de formation, dispenser une formation,
dans d'autres circuits, avec d'autres publics. Et c'est cette richesse-là qui est intéressante. Tu as des petits trucs à nous partager puis, quand tu embauches un formateur? Ouais. Les premières choses dont je parle, en fait, moi, souvent, c'est que j'essaye d'échanger au plan humain. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le non-verbal, c'est la manière dont les gens parlent d'eux, la passion qu'ils ont à parler de leur métier, la bienveillance dont ils font preuve quand ils parlent aussi des gens vers lesquels ils ont envie d'aller. Et puis, je reviens à cette qualité qui, pour moi, est assez importante, c'est l'humilité manifestée dès le départ. Tout de suite, qu'on sente des gens qui ont envie de se former encore, qui ont envie d'apprendre encore, qui soit ont des compétences et qui sont capables d'en parler et de les mettre en évidence, mais sans en faire à ce point état. Quelles sont d'après toi les compétences d'un bon formateur ou d'un bon pédagogue? Des comportements, en fait, je pense, qui sont essentiels. Pour être un bon formateur, il faut être terriblement à l'écoute, mais à l'écoute active. Très bienveillant et patient, parce que si un formateur ne se souvient pas avoir appris lui-même, alors il pourrait être un peu exigeant ou impatient, et ça, ce serait ennuyeux. C'est vrai que c'est un métier qui nécessite de prendre sur soi beaucoup. C'est un métier qui a beaucoup évolué? Alors là, dans les 30 années qui viennent de s'écouler, oui, je trouve. C'est d'ailleurs, le métier par force a dû évoluer. Alors, évidemment que tout ce qui touche au distanciel en est un exemple qu'on a vécu là assez durement ces derniers temps. Les tout débuts du distanciel, j'avais tous les formateurs qui travaillaient avec moi à l'époque et qui me disaient « Mais Marie-Lou, c'est plus notre métier. Nous, on veut pas de ça. C'est pas possible. C'est pas notre métier. » C'est vrai qu'aujourd'hui, nous devenons des animateurs, des intervenants, plus que des formateurs au sens strict. Avec ce côté très positif, c'est que de plus en plus, ce sont les individus eux-mêmes qui font leur chemin. Nous ne sommes pas des dispensateurs de connaissances comme pourrait l'être un professeur, par exemple. Il ne s'agit pas d'enseigner, de donner du savoir, de donner du programme, enfin d'apporter des éléments comme ça. Il s'agit plutôt d'expliquer aux gens comment être en capacité de faire eux-mêmes le tri parmi ce qu'on leur donne, ce qui est aussi le moyen pour eux de mieux travailler à l'aide d'outils comme Internet. Être capable de faire le tri, être capable de mettre en pratique, être capable d'être au centre plutôt. L'auditeur ou l'apprenant, enfin je sais pas, chaque organisme l'appelle comme il veut, mais si on parle d'apprenant, c'est lui qui est au centre de son propre parcours de formation. Donc il faut pouvoir lui apporter plutôt le modus operandi sur comment apprendre et mettre en application que simplement de l'information descendante. On n'est pas là-dedans, on est dans beaucoup de pratiques, beaucoup d'interactions aussi, mais beaucoup d'interactions, beaucoup de participation des deux côtés. Et c'est cette écoute active, à ton avis, qui te permet de te différencier dans la multitude d'organismes? J'espère, je ne doute pas une seconde que tous soient très en écoute active. Alors c'est vrai qu'on voit apparaître là, j'en vois beaucoup sur les réseaux justement sociaux, des organismes qui vendent des miroirs aux alouettes en disant voilà, vous avez là une formation gratuite que vous allez faire plus vite qu'avec n'importe qui d'autre et qui finalement est prise en charge par le fameux compte personnel de formation, mais ça, on ne leur dit pas tout de suite. J'ai vu arriver ces organismes qui ne sont pas des organismes de formation en fait et qui nuisent aux véritables organismes de formation, qui sont pour moi des boîtes de marketing. C'est-à-dire des gens qui ont vu que oui, bien sûr qu'il y a un petit peu de budget à utiliser, si pour eux c'est du budget à récupérer ou à utiliser. Donc, ils inondent la toile de formations très bien packagées, vendues, et dont je n'ai aucune idée du contenu. Peut-être que c'est de l'excellent contenu, mais c'est vendu d'une manière qui ne me convient pas parce que moi, je ne vends pas de pantalons à des cul-de-jatte. Lorsque je propose une formation, les gens viennent vers moi en disant « j'ai besoin de ceci sous telle et telle forme et pour tels et tels objectifs ». Donc oui, là, je sais que ce sont des gens qui ont besoin de formation pour atteindre des objectifs, non pas pour vider leur compte CPF. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, il n'est pas d'utiliser son compte CPF, il est d'abord d'avoir un projet de vie, un projet professionnel ou un projet d'épanouissement personnel d'ailleurs, et d'utiliser son compte CPF à cette fin.
Est-ce que tu pourrais nous partager une belle histoire que tu as eue avec quelqu'un qui a participé à une de tes formations? J'en ai beaucoup des belles histoires, t'imagines? Ouais, j'imagine. Oui, il y en a une, tiens. Le temps que je réfléchisse, il y en a une, oui. Il y en a une, j'ai fait un coaching pour un jeune homme qui travaillait dans un cabinet comptable à l'époque. Un jeune homme qui était vraiment très mal dans sa peau, qui ne trouvait pas sa place, alors que les compétences, alors là, pour le coup, les compétences, il les avait, la volonté de bien travailler, il l'avait aussi, mais il y avait quelque chose de l'ordre de pas très ancré, enfin, une difficulté juste d'estime de soi, je vais dire, voilà, avant tout. Donc ce garçon, je l'ai accompagné, j'ai plus trop le souvenir du nombre de séances que nous avons faites, mais en tout cas, il était ravi, comme tous. J'ai beaucoup de chance de ce point de vue-là, mais quelques semaines après, je me suis trouvée à faire des courses en ville et je l'ai croisé avec son épouse et sa petite fille. Et cette femme est venue jusqu'à moi, ne me connaissant pas, évidemment, on s'est salué avec son mari et il lui a dit, voilà, alors je te présente Marie-Lou, la dame qui m'a fait le coaching, comme ça, avec cette petite voix. Et cette femme m'a regardée droit dans les yeux, elle m'est tombée dans les bras en me disant, merci madame, je ne vous remercierai jamais assez. Mon mari est complètement changé, il est exactement ce que je souhaitais qu'il devienne. Et là, je me suis dit, waouh, ça c'était chouette. Et effectivement, cette espèce d'excès de timidité, voilà, d'estime qui lui manquait, eh ben on l'a retrouvé. Et puis ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit au départ, l'objectif était plutôt professionnel, mais évidemment que ça a une incidence sur le perso. D'ailleurs, il y a guère de différence entre le personnel et le professionnel quand on fait ce genre de travail. Marie-Lou, sans transition, j'aimerais qu'on évoque le BNI, qui est un réseau d'affaires. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le but d'un réseau d'affaires comme celui-ci et comment ça fonctionne? Ben, écoute, alors d'abord, oui, moi j'avais été approchée à l'époque par une chef d'entreprise, c'était il y a 7 ou 8 ans maintenant, qui m'avait dit, voilà, je fais partie d'un réseau de recommandations d'affaires, BNI, c'est tout nouveau, si tu veux venir, on est en train de créer un groupe. Et moi, ça m'a tout de suite séduite. Et donc, j'ai été fondatrice et première présidente de ce groupe BNI. Donc aujourd'hui, je ne suis plus présidente, il y a une présidence tournante. Aujourd'hui, je suis même simple membre, ce qui est assez reposant parce que ça fait 7 ans que j'avais toujours un poste. Et eh bien, un réseau de recommandations d'affaires, c'est comme son nom l'indique, un réseau de recommandations d'affaires. On est basé sur... notre adage, c'est qui donne reçoit. Et c'est vrai que le fait de se voir de manière hebdomadaire comme ça crée des liens. On se voit tous les jeudis matins, très tôt, entre 7h et 9h. Nous sommes un groupe de chefs d'entreprise qui nous voyons pour nous apporter mutuellement des affaires. C'est très clairement exprimé sous cette forme-là, mais quand on travaille de cette manière-là et ensemble, il ne s'agit pas seulement de s'apporter des affaires, il s'agit aussi de se donner des conseils, il s'agit aussi d'être là si l'un d'entre nous a des difficultés, va mal, a besoin d'un conseil ou a une demande un peu spécifique sur quelqu'un qui pourrait lui être utile. Moi, ce que ça m'apporte avant tout, c'est de revoir des gens qui deviennent des amis au fil du temps et en qui on a confiance et sur qui on peut se reposer pour certains aspects et qui réagissent très très vite et très très bien lorsqu'on a besoin de quoi que ce soit. Outre les affaires, évidemment que ça m'apporte des affaires, mais pour moi, c'est pas l'essentiel. D'accord. Et ce marketing de recommandation, tu penses qu'il est aujourd'hui aussi efficace que le marketing de masse ou le marketing digital, par exemple? Lorsqu'on est en local, comme c'est notre cas, cette dimension humaine, quand même, on ne peut pas ne pas la conserver. Alors, est-ce que c'est plus ou moins efficace? Est-ce que ça se fait en plus d'autres choses? Est-ce que l'un ne sert pas l'autre aussi? Parce qu'après tout, quand l'un d'entre nous met une publication sur les réseaux sociaux et qu'elle est d'autorité partagée par tous les autres, eh ben, on rejoint les deux, quoi, quelque part. Là, en ce moment, je suis en train de développer aussi un autre, quelque chose de très différent, influencers, mais ça n'a rien à voir avec la recommandation d'affaires. Mais j'ai l'impression qu'on remet quand même de plus en plus l'humain au centre. Moi, j'ai besoin et envie de promouvoir les gens qui vivent sur le même bassin de vie que le mien.
J'ai bien conscience que, ok, je pourrais faire de la formation ou du coaching à distance, mais j'ai envie plutôt de former les humains qui sont sur mon territoire pour qu'ils se développent et que même à leur tour apportent et enrichissent le terreau local. Donc de la même manière, quand j'achète quelque chose, je vais plus volontiers vers les gens qui sont autour de moi physiquement que vers le net, a priori. Si je trouve pas, oui, je vais aller sur le net, mais sinon je trouve en local. Tu peux nous raconter un de tes meilleurs moments au BNI ? Le tout meilleur moment qui m'a donné une belle idée pour la suite, c'est le jour où j'ai fini mon premier mandat de présidente. Il y a une dame qui était là, qui faisait partie du groupe et qui, pour me remercier, a demandé à un garçon de prendre une guitare et puis elle a chanté un petit morceau qu'elle avait composé pour moi sur une musique très connue. Et pour me remercier. Et j'avais trouvé ça génial et je me suis dit, à l'avenir, chaque fois qu'on quittera un président, ça sera en musique. Ça, c'est un peu perdu, mais c'est normal, il faut renouveler aussi. Mais je l'ai fait quasi systématiquement. Il doit y avoir quelques restes de ça, quelques exemples sur le net qui, je pense même que cette vidéo-là, précisément, elle est encore sur le net, sur le groupe BNI. Marie-Lou, est-ce que tu peux nous parler du mouvement Influencers ? Le mouvement Influencers, c'est un mouvement qui a d'ailleurs, c'est amusant, pris racine, je dirais, au tout départ en Andalousie. Donc, ça vient de chez moi, en quelque sorte. Et ce sont des chefs d'entreprise qui se sont rendus compte que si on ne remettait pas vraiment l'humain au centre, ou en tout cas, si on ne considérait pas l'humain comme la première matière intéressante à développer dans une entreprise, on allait être fichu. Ce mouvement Influencers a la vocation de rassembler des chefs d'entreprise, des managers, enfin tout individu qui se pose un certain nombre de questions, professionnelles ou personnelles d'ailleurs, à travailler ensemble. Et je suis en train de bâtir le premier cercle des leaders d'influence de l'Indre, avec une quinzaine de chefs d'entreprise dont la vocation sera de travailler ensemble pour mieux vivre et anticiper l'entreprise de demain. Alors nous partons du postulat que good people is good business, c'est-à-dire que ce sont les bonnes personnes qui font du bon business et que la finalité n'est pas véritablement de faire du business. La finalité, c'est de bien servir l'homme au sein de l'entreprise. À partir du moment où on sert bien l'homme au sein de l'entreprise et où justement, il partage cette vision dont je parlais plus tôt. Alors, généralement, le business vient. Et concrètement, quand tu parles de mieux vivre dans l'entreprise, c'est quoi ? Peut-être que quand on accueille quelqu'un en lui demandant s'il a tel ou tel type de compétences, ça peut être intéressant de savoir qu'il les a. Mais on va découvrir au fil du temps qu'une différence va devenir une compétence, que quelque chose de distant de nous aussi peut être un enrichissement. Parce qu'il a une attitude très différente, un comportement très différent, un avis très différent, ça va beaucoup servir l'entreprise. Donc, regarder les gens pour ce qu'ils sont et ne pas les mettre dans les moules impérativement qu'on voudrait mettre en place dans des entreprises. Et tu penses que ce n'est pas le cas dans les entreprises aujourd'hui ? Je n'ai pas l'impression que ce soit toujours le cas, en tout cas. Il y a quelques belles entreprises, il y a quelques belles histoires. Tu vois, quand un manager est capable de dire « moi, je me mets en retrait », et ce sont mes équipes qui vont travailler, ou je travaille au niveau de mes équipes et sans hiérarchie descendante, il y a quelque chose de l'ordre du vrai partage de compétences pour atteindre un objectif, en fait. Et pour moi, quelqu'un qui a vraiment du leadership, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre, mais pour toutes ces raisons-là. Pas seulement parce qu'il peut bien sûr être visionnaire, il peut avoir des tas de qualités de ce genre, mais il peut aussi être quelqu'un qui accompagne volontiers, qui aide les autres à grimper, à grandir, et qui accepte aussi, qui a cette humilité de dire mais non, moi je ne sais pas tout. Mais non, ma façon de voir les choses n'est pas forcément la seule et encore moins la meilleure. On est en train de constater, je trouve, ce courant un peu participatif quand même dans les entreprises. On le découvre, on le rencontre de plus en plus. Mais il y a quand même quelque chose à gratter encore pour que ce ne soit pas que de la façade et que ce soit quelque chose de vécu avec les tripes à l'intérieur des entreprises. Donc, chez Influencers, nous avons développé des outils qui permettent d'atteindre pour chacun des leaders d'influence, en tout cas,
un niveau où ils sont, eux, parfaitement ancrés et alignés. C'est-à-dire que le pourquoi, ça s'interroge en 2 mots. C'est pourquoi je fais ce métier, pourquoi je me lève le matin, et c'est derrière qu'on va aller chercher le comment qui va nous permettre d'atteindre l'objectif. C'est souvent le problème avec les salariés. Souvent, on leur dit comment il faut travailler, mais on leur dit pas pourquoi. C'est ça. On ne les inscrit pas forcément non plus dans cette aventure collective. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous anime dans cette aventure collective et comment on peut vous animer plutôt que de vous obliger à faire des choses qui peut-être ne sont pas ni dans vos envies, habitudes et compétences, ni surtout dans vos forces. C'est-à-dire que est-ce qu'on s'interroge sur les individus eux-mêmes, c'est-à-dire pas seulement leur volonté, mais qui ils sont fondamentalement, quels sont vraiment les savoir-être qu'ils ont à faire partager, et le savent-ils eux-mêmes? Et quand on arrive à travailler sur le fond comme ça, on va tirer, sans vouloir le faire d'ailleurs, mais la substantifique moelle, et les gens sont ravis de donner cette substantifique moelle parce que c'est là qu'ils s'épanouissent, c'est là qu'ils sont heureux. C'est pas quand on les contraint qu'ils sont heureux. On n'en a pas parlé, Marie-Lou, tout à l'heure, mais tu aurais un livre à nous partager? Ah bah tiens, l'entreprise libérée d'Isaac Getz, ça oui. Il y a beaucoup de gens qui ont fait du développement personnel. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré. Finalement, moi, en coaching, j'ai fait une espèce de boîte à outils quelque part. Je sais qu'aujourd'hui, on vend beaucoup de coaching certifiants, certificateurs ou certifiés. Et moi, finalement, ce que je vends, c'est mon expérience plutôt et les outils que j'ai développés. Donc, j'ai ma propre mallette à outils. Moi, je suis une artisane du coaching. Je viens avec des tas d'outils. Et comme ça marche à tous les coups, force est de constater que ça doit pas être... ils doivent pas être si mal aiguisés, mes outils. Moi, quand on me dit est-ce que tu es certifié, je leur dis mais non. Et puis c'est pas maintenant que je le ferai. Et là encore, si je comprends très très bien le fait qu'il faille se certifier parce que c'est un mot d'ailleurs que moi je vais changer sur la fin de ma carrière. Je faisais du coaching, je faisais de la formation individualisée sur mesure il y a 30 ans. C'était déjà une forme de coaching. Aujourd'hui, on a décidé d'appeler ça coaching. C'est devenu un terme qui est tellement galvaudé, qui a tellement de sens différents que je préférerais finalement, tu vois, garder ce terme peut-être d'artisane. Artisane du sur-mesure, ça m'irait bien plutôt que coaching. Tu peux nous parler un peu de ta relation à la musique? Ah, c'est une relation très, je dirais presque charnelle, quoi. Je n'ai, depuis toute petite, il paraît que je chantais, je dansais tout le temps, mais ça ne m'étonne pas parce que j'ai toujours chanté et dansé. Je continue de chanter et danser. Mais je chantais toujours, on dit sous la douche. En fait, je chantais pas que sous la douche. Moi, j'ai toujours chanté à longueur de journée. Voilà. Je me réveille en chantant, je me couche en chantant. Et un jour, j'ai eu l'occasion, un très bon ami à moi, un garçon que j'aime beaucoup, on a dîné un jour chez des amis communs, il a sorti sa guitare, je me suis mise à chanter, comme ça, spontanément. Puis il m'a dit, on est en train de développer un groupe, là, est-ce que tu viendrais avec nous? J'ai dit, mais je ne suis pas chanteuse, moi, je ne sais pas lire la musique, je ne sais rien faire. Il m'a dit, non, mais tu as une bonne oreille, si, allez, vas-y, essaye. Je me suis dit, si je le fais pas maintenant, en fait, ça n'arrivera plus, parce que c'était il y a seulement 5 ans maintenant, je crois, 5 ans. Donc 5 ans, j'étais déjà une assez vieille dame, je pourrais dire. En tout cas, pas une gamine. De fil en aiguille, j'ai commencé à chanter dans un groupe, puis un deuxième, puis un troisième. Il y en a que j'ai quitté, il y en a que j'ai créé. C'est devenu essentiel, quoi. Là, maintenant, il y a un micro et un retour dans mon salon. Je ne peux plus m'en empêcher. C'est plus fort que moi et j'ai besoin de concevoir, de créer et de travailler aussi parce que j'ai beaucoup de travail à faire. Là encore, c'est l'humilité qui me rejoint, mais même quand des gens me disent, là récemment, on a fait un tout petit duo, enfin un tout petit, non, pas tout petit, un duo, c'est-à-dire à 2, mais parce que c'est une formation qui d'ordinaire se joue à 5 ou 6. Moi, j'étais satisfaite de pouvoir chanter de nouveau après cette longue période d'abstinence. C'était vraiment très dur. Quand je regarde ou quand j'écoute ce concert, je relève surtout tout ce qui ne va pas et qu'il faut que je travaille. Sachant que peut-être que l'essentiel de ce qui me touche quand je suis en concert avec quelques groupes que ce soit, Sonotone, Marie-Lou Love Songs, ce qui est génial, c'est de partager, quoi. C'est de voir la joie, le bonheur, les gens qui se mettent à danser, à taper dans les mains. Enfin, c'est magique, ça.
C'est magique, magique, magique. Il y a des dates prévues, maintenant que ça reprend un peu? De concerts? Ouais. Quelques-unes, mais en attente encore de confirmation. Mais oui, il y a quelques petites choses à faire pour Sonotone et pour Marilou Love Songs, quelques concerts en effet prévus. Autre chose qui me tient aussi à cœur, c'est que je suis en train de développer avec un saxophoniste qui m'a proposé ce projet de faire un album, mais un album en ligne. C'est-à-dire que lui compose la musique et moi j'écris des textes plutôt en espagnol. C'est rigolo, magique. Ce groupe s'appellera probablement Premier Rendez-vous. Marilou, pour finir sur Goodberry Podcast, j'ai toujours la même dernière question. Quel est ton endroit préféré en Berry? Alors, le premier qui me vient à l'esprit, c'est la maison de George Sand. Pourquoi? Parce que je suis toujours très émue, très admirative de ces femmes qui, par le passé, ont pu construire, vivre, innover, tout porter sur leurs épaules. C'est pas facile d'être une femme, et encore aujourd'hui, mais cette femme qui a innové plein de choses, qui a vécu totalement libre et sans s'interroger vraiment sur ce que pouvait, en tout cas, non pas, j'allais dire, sans s'interroger sur ce que pouvait coûter sa liberté, en tout cas en acceptant d'en payer le prix, précisément. Et tout en étant une mère de famille, et tout en étant une exploratrice, et tout en étant une gestionnaire, et tout en étant une femme de lettres, et qui s'affirmait comme une femme, et en acceptant de quelquefois ne pas en être totalement une, c'est-à-dire en disant ok, mais moi aussi je peux devenir un homme si c'est ce que vous souhaitez, tout en restant une femme quand même. J'ai toujours été très admirative de ces femmes. Alors il y en a, bien sûr, il y en a d'autres qui me plaisent beaucoup. Cette maison, elle est extraordinaire. En fait, j'ai dû y aller une petite dizaine de fois peut-être dans ma vie. Et à chaque fois, il y a quelque chose de très spécial et une ambiance très spéciale dans cette maison, dans son jardin. Je suis assez éblouie chaque fois que je vais là-bas. D'accord. Et le second lieu? Gargilès. Parce que c'est un endroit qui, j'ai l'impression que ça ne ressemble à aucun autre. C'est-à-dire que pour des Castelroussins, moi je suis déauloise, mais pour un Castelroussin qui n'a pas l'occasion de partir en vacances, c'est pas mal mon cas parce que je travaille quand même beaucoup. Partir une journée à Gargilès, c'est rêver totalement, quoi. C'est sortir, c'est s'évader. On a la sensation de sortir du département et tout y est. Il y a autant de zones de culture que de zones de vraie nature, quelquefois sauvage, et ce côté aussi où là ça y est, ça grimpe et ça descend, on n'est plus sur le même territoire, et pourtant on est bien dans l'Indre. Gargilès, vraiment. J'ai toujours l'impression quand je vais à Gargilès de changer de pays. Ça me fait cet effet-là, et je garde ça totalement intact. Et puis tout près, le Menou, l'église du Menou, c'est quand même une merveille. Carrasco, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec qui j'ai eu un échange de quasiment une demi-journée. C'est un homme absolument exceptionnel, lui aussi. Donc voilà, c'est quand même un lieu assez magique et différent et divers à la fois. D'autres lieux à nous partager? Je suis en train de me demander si c'est bien dans l'Indre, mais j'ai le souvenir quand j'étais petite, mon père nous emmenait quelquefois au Pierre Jaumâtre. C'est dans l'Indre, ça, ou pas? Je crois que c'est dans la Creuse. Ah ouais, donc c'est la Creuse. Du coup, ça m'impressionnait beaucoup quand j'étais petite. Ça me posait énormément de questions. Il m'en vient pas, mais il y en a tellement, La Brenne, c'est magnifique, aussi. Des endroits en Brenne qui me plaisent beaucoup. Merci en tout cas, Marilou. C'est moi qui te remercie. À bientôt. Hello, j'espère que la conversation avec Marilou vous a plu et que vous partagerez cet épisode sur vos pages et réseaux sociaux favoris. Je compte sur vous pour le financement participatif évoqué en début d'épisode et je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine en très bonne compagnie. Portez-vous bien.